Et OK. Ça fonctionne apparemment. Maintenant, il faut essayer de partager l'écran. OK. Donc, deuxième round. C'est bon? Ah. Merci pour votre patience. Aujourd'hui, nous avions Louis Chaton, Louis Pierre, pardon, Chanson, qui va parler de Gibbs principle on path space in relation with its relation with stochastic control. Merci Louis. Louis Pierre, pardon. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation dans ce prestigieux laboratoire. Avant de présenter un travail, il faut toujours dire avec qui on le fait. Donc, ce travail a lieu avec mon directeur de thèse, Julien Régnier, et Giovanni Conforti, qui est un chercheur au CEMAP, avec qui on travaille depuis maintenant 6-7 mois. Donc, je fais un truc absolument scandaleux qui consiste à avoir des slides en anglais et faire une présentation en français. J'espère que vous me pardonnerez. S'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à me dire. Donc, il y a beaucoup de mots pompeux dans le titre. Gibbs Principle on Path Space. Alors, cette partie-là, Gibbs Principle on Path Space, ça consiste à estimer la distribution d'un système en fonction d'une certaine information. Donc, ce sera la première partie de ma présentation. J'expliquerai en quoi le principe de Gibbs permet d'estimer la distribution de probabilité d'un système. Et dans un second temps, on prendra un cas particulier sur des modèles de diffusion brownienne, où on estimera une distribution de probabilité, et on en déduira des informations sur un problème de contrôle. Donc le problème de contrôle sera parachuté à la fin, on ne sait pas trop pourquoi. Donc plutôt que de faire une définition abstraite de tout ça, on va partir d'un exemple, et je vais vous parler de la pièce de théâtre que je suis allé voir mardi dernier. C'était une pièce de théâtre sur Charlie Chaplin et Albert Einstein. Il paraît qu'Einstein et Chaplin étaient des très grands amis. C'est ce que m'a appris cette pièce. Je ne vous la conseille pas, à part ça, elle est absolument pourrie. Mais c'était intéressant d'avoir cette information. Et je me suis dit, comme exemple introductif, on pourrait prendre un film de Charlie Chaplin, j'ai nommé Les temps modernes. Alors, Tramp, c'est de l'argot anglais, ça veut dire vagabond, errant, c'est un peu ordurier. Il ne faut pas être surpris, The Tramp, ça veut dire Charlot en anglais. Donc c'est pour ça que dans les slides, c'est écrit The Tramp. En français, on dira juste Charlot. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le film, Charlot, c'est ce personnage-là. Il travaille à la chaîne dans une usine. La chaîne va très vite. Il fait un travail qui n'est pas rigolo, qui est toujours le même. C'est très répétitif. Et Charlie Chaplin, dans son film, très bon film, Les temps modernes, dénonce les pratiques de ce mode de travail et en quoi ça peut être aliénant pour la personne qui travaille. Donc on va partir de cet exemple de Charlot qui travaille dans les temps modernes et on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait modéliser son travail. Donc le travail de Chaplin, pour moi, de Charlot, pardon, ça va être un exemple de système physique que je vais essayer de modéliser, mais qui est archi simple, c'est l'intérêt, parce que si j'ai pris un vrai système physique, déjà je ne sais plus faire. Donc on est parti. On va faire un modèle pour le travail de Charlot, qui travaille à la chaîne. On a un système, Charlot qui travaille, on va définir les états de ce système. On considère 3 états possibles. État 1, il travaille à la chaîne et il est à l'heure. Il est au début de la chaîne et il est même un petit peu en avance, on ne voit pas ce qu'il est en train de faire. État 2, il prend une pause parce qu'il est fatigué de travailler. État 3, la chaîne est partie, hop, il essaie de rattraper, mais il est en retard. Résultat, il gêne ses collègues. Pour ceux qui ont vu cette scène, il y a tout un quiproquo qui est assez rigolo. Au début, il est à l'heure, hop, à la fin, il est en retard, il bouscule tout le monde et ça énerve tout le monde. Donc, on a un système à 3 états qu'on va appeler Tramp ou Charlot. Et le but, c'est de savoir à l'instant T dans lequel de ces 3 états se trouve notre système. C'est quelque chose qui va évoluer en temps, donc on va essayer de mettre une dynamique dessus. Un modèle de dynamique qui paraît intelligent, c'est de dire que l'état à l'instant t plus 1 dépend de l'état à l'instant d'avant. Donc je rappelle que Tramp, qui est notre variable d'état, elle appartient à un système, on sait très très bien, en blanc, à 3 états. Donc Tramp appartient à on time,
late, break. Donc ça peut être une façon intelligente de modéliser le travail de Charlot. Alors, qu'est-ce que pourrait être cette fonction d'évolution f? Bah, c'est une fonction qui vous dit comment est-ce qu'on va passer d'un état à l'autre. Typiquement, si on suppose qu'au début, je ne sais pas, on est à l'heure, tout se passe bien. Au bout d'un certain temps, on fatigue, on a envie de prendre une pause. Donc, l'état on time va envoyer sur pause. Une fois qu'on a pris la pause, bah, on est en retard. On va être en retard. Mais quand on est en retard, bah, on voit qu'on est en retard, donc on essaie de rattraper. Donc, on va réessayer d'être on time. Et ça pourrait être une dynamique déterministe hyper simple. Quand je suis on time, après je fais break, après break, late, et après late, on time. Ah, on peut essayer de faire ça, mais on va se rendre compte qu'il y a un truc qui ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, en fait, Charlot, quand il est trop en retard, ses collègues commencent à lui taper dessus. Bah, du coup, la dynamique ne marche plus. L'erreur qu'on est en train de faire dans la modélisation physique ici, c'est qu'on a dit que Trump dépendait que de lui-même. Il y a 3 états qui dépendent que les uns des autres. Mais dans les faits, ce n'est pas vrai. Notre système, il n'est pas fermé. Charlot interagit avec l'extérieur. Donc ça veut dire que si on veut décrire exactement la succession des états de Charlot, on est obligé de prendre en compte les interactions avec l'extérieur. Mais on n'a pas envie de prendre en compte les interactions avec l'extérieur. Donc il faut qu'on trouve une façon de décrire le système, mais sans tout décrire pour autant. En physique statistique, la façon dont on règle ce problème, c'est on utilise des probabilités. Bah, à la place, on va plus dire qu'on va essayer de regarder quel est l'état de Charlot à chaque instant. On va plus essayer de regarder la distribution statistique sur les 3 états et de se dire bah, quelle est la probabilité d'être dans chacun des états. Donc ce qu'on va faire, c'est on va remplacer la dynamique déterministe donnée par f par une probabilité nue sur notre espace à 3 états. Et mu de on time, ce sera la probabilité d'être on time, probabilité statistique. Donc on arrête de regarder l'évolution en temps, on regarde juste la distribution statistique de répartition de Trump dans les 3 états. Bon, a priori, on n'a aucune idée de quelle est cette répartition. Donc il faut bien partir de quelque chose. Si on se dit que la dynamique de base qu'on considère, c'était d'abord on est à l'heure, ensuite on est en pause, ensuite on est en retard, si tout ça s'enchaîne assez régulièrement, on peut se dire qu'une distribution de proba à peu près réaliste, c'est de se dire qu'on passe la moitié, moitié, moitié dans chacun des états. Donc un tiers, un tiers, un tiers, moitié, moitié, moitié. Donc ça, c'est un premier candidat pour modéliser le travail de Charlot. Alors évidemment, ce n'est pas le vrai. Je ne spoil rien. Par contre, à partir de ce premier candidat, on va essayer de faire mieux. Donc première chose à faire, prendre ce candidat et tester pour voir s'il modélise bien la situation physique. La réponse est non. Parce que si vous regardez la scène du film, vous allez très vite comprendre que Charlot n'est jamais à l'heure. Donc il y a un des états dans notre système, qui est l'état on time, qui ne devrait pas être dans notre système. Première question, partant de cette distribution de probabilité moitié, 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 comment est-ce que j'obtiens une nouvelle distribution de probabilité qui dégage l'état on time, puisqu'on a dit que cet état n'arrive pas? Comment on fait? Bah pour ceux qui ont l'habitude de faire des probabilités, c'est-à-dire à peu près tout le monde ici, qu'est-ce qu'on fait? On va juste conditionner par le fait que l'état on time n'arrive jamais. On va remplacer notre distribution de probabilité nue par la distribution subtilement appelée nue pas on time. Nue pas on time, c'est juste la même distribution de probabilité, mais qu'on conditionne par l'événement ne pas être à l'heure. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre une indicatrice du fait de ne pas être à l'heure. Donc l'état être à l'heure, il a une probabilité 0 maintenant. Et ensuite, on va renormaliser. J'avais un tiers, un tiers, un tiers. Si vous dites maintenant que l'état être à l'heure a une probabilité qui vaut 0, il va rester 1,5. Donc on va passer de moitié, moitié, moitié à moitié, moitié. Bah là, du coup, on a obtenu une façon de corriger notre distribution de probabilité, qui est mu pas à l'heure, obtenue à partir de la première, qui satisfait l'observation qu'on a, c'est-à-dire que l'état on time n'est jamais réalisé. Question, est-ce que c'est la meilleure façon de corriger nu? Parce que ce qu'on vient de faire, c'est on a corrigé nu en conditionnant nu de façon à dégager cet état, mais on a choisi la façon de faire, on a conditionné. Est-ce que conditionner, c'est une façon optimale de corriger la distribution de probabilité nue tout en incorporant l'information on n'est jamais à l'heure? La réponse est oui, c'est optimal de faire ça. La question, c'est pour quel critère? Donc la suite, ça va être d'introduire une certaine fonction h qui va permettre de comparer la distribution nu on time qu'on a obtenue à la distribution nu qu'on a de base. Donc h, c'est ce qu'on va très vite appeler entropie relative. C'est l'entropie relative d'une distribution par rapport à nu.
Alors, ce n'est pas une vraie distance, c'est pour ça que je n'ai pas appelé ça D. Mais par contre, il faut vraiment le voir comme une distance entre une mesure de probabilité mu et la mesure qu'on s'est donnée de base mu. Et du coup, conditionner, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste sélectionner au centre de cette distance la mesure la plus proche de mu, et sous la contrainte que l'événement être à l'heure n'est jamais réalisé. Donc c'est une distance qui est naturellement contenue dans le conditionnement. Enfin, naturellement, c'est une façon de parler, parce que aller sortir l'entropie juste de ça, c'est pas évident. Mais par contre, il y a vraiment existence et unicité du minimum de l'entropie sous cette contrainte, qui est la distribution conditionnée. Donc c'est une façon intrinsèque, quelque part, d'introduire l'entropie. Donc là, on a vu un exemple sur Charlot. On peut essayer de le généraliser un tout petit peu. Oui. On a des lignes H doit être H égale 0 en pic et Q Oui, en mu. exactement. Merci. Il y a une typo ici. Donc ça se comporte comme une distance, donc c'est toujours positif. Et ça vaut 0 si et seulement si les deux sont égales. Donc ce n'est pas une vraie distance parce que ça ne satisfait pas l'inégalité triangulaire. Mais par contre, ça a quand même des propriétés qui ressemblent à une distance. On pourrait appeler ça un critère d'optimisation. Donc le résultat plus général, exprimé en des termes qui ne dépendent pas de Charlot, je suis désolé, c'est de dire que si vous prenez une distribution de probabilité sur RD et vous définissez l'entropie relative de mu par rapport à votre distribution nu comme étant cette intégrale, donc ça veut dire que mu est absolument continu par rapport à nu, donc mu admet une densité par rapport à nu, alors tout événement inclus dans RD qui est tolérable, c'est-à-dire qui est admissible pour le primal, au sens où le prior qu'on a regardé, la mesure nue, accepte que cet événement soit un vrai événement, donc n'est pas de probabilité nue, pour pouvoir conditionner par lui. Alors, il existe un unique minimiseur avec entropie relative sous la contrainte mu égale 0, qui est donné par la mesure conditionnée. Je vais même faire la preuve. La preuve, c'est juste de faire le calcul directement, comme il y a un log, ça se passe assez bien. Et quand on fait le calcul directement, on remarque que l'entropie relative d'une mesure mu quelconque par rapport à nu, à laquelle on ajoute mu de A, bah, c'est égal à la même chose lorsqu'à la place de mu, on prend nu, plus un terme résiduel qui est lui toujours positif. Quand on optimise sous la contrainte que mu de A égale 0, bah, on a ça qui vaut 0. Et ça, alors là, il y a un petit peu encore, je suis désolé, c'est nu à complémentaire ici, c'est pas nu. Donc ce truc-là vaut 0 aussi. Donc finalement, on est en train de dire qu'en toute généralité, si on a mu égale 0, alors l'entropie de mu par rapport à nu, c'est l'entropie de la distribution conditionnée par rapport à nu, plus un terme positif. En d'autres termes, on est en train de dire que l'unique minimiseur de cette entropie sous contrainte, c'est bien la distribution conditionnée. Ça, c'était l'étape 1. Maintenant, on va essayer d'être un petit peu plus subtil. On a dit que Charlot n'était jamais à l'heure. C'est pas vrai. De temps en temps, il est un peu à l'heure. Par contre, pas souvent. Quand on fait des mesures statistiques sur la vidéo, ce que j'ai bien entendu faire, on peut remarquer que le temps qui passe dans l'état on-time, bah, la fréquence de temps passé dans l'état on-time, elle est inférieure à 1 sur 42. C'est pas 0, c'est 1 sur 42. Donc on a le droit d'être un peu dans on-time, mais pas trop. Le fait que le temps qu'on passe dans l'état on-time, c'est moins de 1 sur 42, lorsqu'on introduit cette fonction psi, qui est indicatrice du fait d'être dans l'état on-time, moins 1 sur 42, on remarque que ça veut exactement dire que l'espérance de psi de Trump est négative. Donc, à l'étape d'avant, on avait un prior qui était uniforme, un tiers, un tiers, un tiers. On a voulu dégager l'état être à l'heure. La bonne façon de faire ça, c'était conditionner. Maintenant, on a toujours notre prior uniforme, un tiers, un tiers, un tiers. On a envie de prendre en compte une information qui est plus subtile. On n'a pas envie de dire que l'événement on-time n'arrive jamais, on a envie de dire que sa probabilité est inférieure à 1 sur 42. Comment est-ce qu'on prend ça en compte? Bah là, on ne peut plus conditionner. Il n'y a pas de conditionnement qui permette de prendre ça en compte. Par contre, à l'étape d'avant, on a vu que conditionner, c'était optimal pour un certain critère. Bah, ce critère a toujours du sens maintenant. Donc on pourrait utiliser ce critère pour incorporer cette information dans le prior un tiers, un tiers, un tiers. En d'autres termes, on est en train de résoudre le problème de miniation, chercher la distribution d'entropie minimale par rapport à nu sous la contrainte que mu de psi soit négatif. Donc mu de psi, c'est l'intégrale de psi contre des mu. Je le vois comme une forme linéaire. Et du coup, c'est vraiment exactement l'espérance de psi qui est là. Donc ça va être la nouvelle façon de corriger la distribution nue, de façon à prendre en compte le fait que la proba qu'on passe dans l'état on-time est inférieure à 1 sur 42. Et là, j'arrive au principe de Gibbs en tant que tel.
le principe de Gibbs, si vous prenez un prior, donc qui est une distribution nue sur RD, et que vous calculez le minimum de l'entropie relative sous contrainte de satisfaire une certaine contrainte, psi négatif, ça vous dit que ce truc-là admet une unique solution. Alors ça, on peut le voir parce que l'entropie est strictement convexe et la contrainte est convexe, donc il y a une unicité du minimiseur, et que ce minimiseur s'écrit à une densité par rapport à la mesure nue, qui est en exponentielle moins bêta, donc bêta c'est un multiplicateur de Lagrange, fois psi de x renormalisé. Ça, c'est le principe de Gibbs tel qu'on le connaît. Donc il n'y a qu'une seule contrainte, qui est que mu de psi négatif, on pourrait essayer d'en mettre 2 ou 3, et bêta, donc c'est un multiplicateur de Lagrange. Donc je vais détailler comment on prouve ce résultat. Donc ça va tenir en une slide, hein, je ne vais pas faire de trop grosses preuves. Donc c'est une technique habituelle qu'on utilise en optimisation, c'est on introduit un multiplicateur de Lagrange. On va définir l'énergie libre associée à un multiplicateur quelconque bêta comme étant l'infimum de h mu plus bêta du psi. Bah là, ça va être exactement le même calcul que tout à l'heure. Dans son calcul h mu plus bêta mu psi, on se rend compte que c'est h mu bêta plus bêta mu bêta psi. Donc la même quantité qu'à gauche, en remplaçant mu par mu bêta, plus une correction positive. Ce truc-là, on sait le calculer explicitement. Ce truc-là, il va être négatif. Et on en déduit qu'en fait, le minimum de ça, c'est réalisé par mu bêta. Donc, cette énergie libre à bêta fixée, son minimum, c'est mu bêta. Première étape. Et on peut calculer en plus explicitement que c'est moins log de z bêta, où z bêta, c'est la constante de renormalisation. Deuxième étape, bah, on fait vraiment des multiplicateurs de Lagrange. Donc, on sait que l'infimum sous contrainte, c'est égal à l'infimum en mettant un sup sur bêta à l'intérieur. Donc ça, c'est les multiplicateurs de Lagrange habituels. Ensuite, on intervertit le sup et l'inf. On dit que l'inf sup est plus grand que le sup inf. L'inf, ça fait exactement apparaître l'énergie libre. Donc le seul truc qu'on a besoin de savoir, c'est qu'il existe un bêta, tel que lui, bêta psi, va bien être négatif. Donc va satisfaire la contrainte. Et ça, en fait, quand on regarde la courbe qui a bêta associe mu bêta contre psi, bah, c'est une fonction à valeur réelle qui va être continue. Donc on peut vérifier, en fait, en faisant le calcul explicitement, comme on connaît g de bêta, qu'elle est strictement monotone. Il suffit de regarder ses limites. Par valeur intermédiaire, il va exister un bêta, et c'est fini. Donc c'est vraiment un résultat assez simple à prouver, en fait, quand on le regarde avec le bon principe. Oui. Juste, ça peut être, mais c'est qui mu bêta? Mu bêta, excuse-moi, hop. C'est là, c'est l'exponentielle définie pour un bêta quelconque. OK. Donc, maintenant, on va prendre un autre point de vue là-dessus, le point de vue des grandes déviations. Donc là, on avait introduit la fonctionnelle d'entropie comme étant quelque chose qui est pratique pour conditionner. On va prendre un autre point de vue. Ce point de vue, c'est le point de vue de la loi des grands nombres. Donc on va se donner une suite xi de variables aléatoires indépendantes qui sont bidistribuées. La loi des grands nombres, ça nous dit que 1 sur n, somme pour n allant de 1 à n des phi de xi, ça converge presque sûrement vers l'espérance de la première ou d'une quelconque, puisqu'elles ont toutes la même voie. Ça, en fait, c'est vrai contre tout phi. Et l'espérance de phi de x1, bah, c'est l'intégrale de phi contre nu. De la même manière, ça, c'est l'intégrale de phi contre 1 sur n, une somme de Dirac. Comme c'est vrai pour tout phi, on peut voir ça comme un résultat de convergence faible. On est en train de dire que 1 sur n, somme de Dirac, converge faiblement vers la mesure nue. On a une convergence. Donc quand on fait des lois des grands nombres, on a envie de regarder le théorème central limite, ou de façon plus générale, les fluctuations de cette convergence. Là, je ne vais pas regarder des petites fluctuations, je vais regarder des fluctuations quelconques. La question que je me pose maintenant, c'est quelle est la probabilité que ce truc-là, phi de xn, soit égal à quelque chose qui n'est pas à la limite. Donc si le mu qui est ici n'est pas à la limite, cette probabilité va tendre vers 0. Si c'est à la limite, ça tend vers 1. Ça, c'est écrit là. Mais par contre, quelle est la gueule de la fluctuation ici? Pour obtenir ça, on utilise des résultats dits de grande déviation. C'est la théorie des grandes déviations qui donne ça. Et le résultat qui donne ça plus précisément, c'est le théorème de Sanoff, si vous connaissez. Sinon, c'est pas grave. Le théorème de Sanoff, ça dit qu'en fait, ce truc-là, c'est exactement exponentielle de moins n, l'entropie relative du mu test qu'on regarde par rapport au nu de base. Effectivement, ça se comporte bien parce que h mu nu, ça vaut 0 si et seulement si mu est égal à nu. Donc si mu n'est pas égal à nu, bah, cette quantité tend bien vers 0 et en plus à vitesse exponentielle. Si mu est égal à nu, bah, ça tend bien vers 1. Donc là, on retrouve notre loi des grands nombres. Donc, premier truc, un théorème central, un principe de grande déviation. Une expression de ce type, bon, alors c'est pas très rigoureux, mais ça peut se rendre rigoureux. Une expression de ce type, c'est ce qu'on appelle un principe de grande déviation, et c'est plus fort qu'une loi des grands nombres. Ça implique la loi des grands nombres. Le deuxième truc intéressant, c'est que les fluctuations dans la loi des grands nombres,
bah, c'est précisément donné par l'entropie relative, qui était l'autre grandeur qu'on avait introduit juste avant en regardant du conditionnement. Est-ce que c'est un hasard? Ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Aussi, ça donne un truc qui est assez plaisant. Ça nous dit que la distribution limite, c'est le minimum de l'entropie relative. Alors, quand on parle d'entropie en physique, souvent on maximise les entropies. En maths, on a une convention de signe qui fait qu'on les minimise. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que la distribution à la limite d'un système de particules, la densité à l'équilibre, c'est le minimum d'entropie. Donc on retrouve un principe qu'on a l'habitude de voir en physique. La limite va se concentrer sur les minimiseurs de la fonction qui a mu associée h de mu par rapport à mu. Bah, à partir de là, on peut essayer de réattaquer la situation qu'on avait tout à l'heure. On avait envie de regarder la probabilité, le comportement typique de notre système, sachant que la moyenne vaut tant. Donc on est en train d'imposer une contrainte sur la mesure empirique. La mesure empirique, la contrainte qu'on mettait tout à l'heure dans le cas de Charlot, c'était que la moyenne de psi était négative. Donc c'est cette contrainte-là qu'on a envie de regarder. Donc, juste avant, j'avais dit que ça, c'est une formulation pas très rigoureuse d'un résultat de grande déviation. Si on va un petit peu plus rigoureux, une façon de l'écrire, c'est que pour tout événement A, la probabilité que pi, donc la 1 sur n somme des Dirac, ça appartienne à cet événement A, soit exponentielle de moins n, l'infimum tous les éléments de A de la fonctionnelle de grande déviation h. Donc là, toujours pareil, si A contient la limite, bah, l'infimum, s'il est obtenu à la limite, il vaut 0. Cette quantité-là, hop, ça tend vers 1. Si A ne contient pas la limite, ça tendra vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et le A qu'on va considérer maintenant, bah, c'est l'ensemble des gens qui ont une moyenne négative contre psi. Donc si on a le principe de grande déviation dans la loi des grands nombres, bah, on est capable de dire que la proba que 1 sur n somme des Dirac soit plus petit que psi, pardon, que la moyenne de psi soit négative, ça s'écrit comme ça. Ce qui va être une autre façon de faire apparaître notre système. En gros, on est en train de dire que pour connaître la loi typique du comportement de Charlot, sachant qu'une proba est plus petite que 1 sur 42, ben on est en train de prendre des copies aléatoires de Charlot. On garde que celles qui vérifient 1 sur n somme des Dirac négatifs, et on prend la limite lorsque le nombre de copies tend vers l'infini. C'est pas clair? Ben, un truc plaisant quand on fait ça, c'est que du coup, on peut se demander quelle est la limite de pi de xn, donc de 1 sur n somme des Dirac, sachant que la moyenne est bien négative. Bah, cette limite-là, on peut la calculer parce qu'on sait que la probabilité que pi de xn appartienne à A, c'est ça. On veut conditionner par le fait que pi de xn psi est négatif. On rajoute le conditionnement là-dedans. Une probabilité conditionnelle, la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de B. Donc j'ai ça, je soustrais ça, et j'obtiens que 1 sur n somme des Dirac, sachant que la moyenne est négative contre psi. La probabilité que ça appartienne à un événement A, c'est donné par cette grosse expression compliquée. Bon, c'est pas très parlant, mais ce qu'il faut regarder, c'est lorsque n tend vers plus l'infini, quels sont les buts qui vont permettre de minimiser cette quantité. Donc le but, ça va être d'annuler la fonctionnelle qui est là. Et ben, encore une fois, on remarque que le minimum va être atteint. Le but, ça va être de trouver un mu qui minimise cette entropie relative sous contrainte que mu psi soit négatif. Donc, ce que je suis en train de motiver là, c'est que si on passe par tirer des réalisations aléatoires de notre système, 1 sur n somme des Dirac, ne garder que celle qui vérifie la contrainte et faire tendre le nombre de tirages vers l'infini, bah, ça redonne d'une autre façon le principe, le minimum de l'entropie, la bonne distribution qui va corriger notre mesure nue, c'est le minimum d'entropie relative sous contrainte que mu psi est négatif. C'est une autre façon de l'introduire en utilisant des grandes déviations. Alors on peut se demander un exemple physique de ça. Alors, on va prendre un vrai système physique. Donc, on va regarder, j'avais dit que je ferais un vrai système physique, c'est un peu plus compliqué que Charlot, mais ça se calcule aussi. Donc, on se donne n points d'horaire D, qui vont être directement les vitesses. Je ne regarde pas les positions de mes points, on regarde juste les vitesses. Et on introduit l'énergie cinétique de notre système, psi de V, qui est un demi de mv2. Le but, on va conditionner notre système à une observation qu'on fait sur notre système. Notre système, on ne le connaît pas, mais on va observer que l'énergie moyenne, c'est une certaine grandeur psi bar. Quelle est la distribution typique d'un de mes points, sachant que l'énergie moyenne du tout, c'est psi bar. La technique à utiliser, encore une fois, ça va être de minimiser l'entropie relative par rapport à quelque chose, sous contrainte que l'énergie moyenne soit psi bar.
Alors là, la mesure par rapport à laquelle on va minimiser l'entropie relative, ça va être la mesure de Lebesgue. Quand on fait de l'entropie en physique, c'est toujours par rapport à Lebesgue qu'on fait ça, parce que Lebesgue, c'est une mesure plate. On ne privilégie aucune position, donc c'est un peu l'équivalent du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers de tout à l'heure. Donc on minimise l'entropie relative par rapport à Lebesgue, donc dans ce cas-là, c'est juste l'intégrale de mu log mu, et j'ai pris un maximum au lieu de mettre un minimum, donc pour ça j'ai rajouté un moins ici, pour retrouver le problème d'élimination classique en physique. Donc, un cas particulier de ce principe de détermination de minimum d'entropie sous contrainte, c'est si on regarde donc une particule dont on impose l'énergie cinétique moyenne, il suffit de maximiser ça sous la contrainte que l'énergie cinétique moyenne va être psi bar. Bah là, on peut faire le calcul explicitement avec le multiplicateur de Lagrange et on obtient que la distribution typique en vitesse, c'est la distribution de Maxwell-Boltzmann à exponentielle moins mv carré sur 2kbt. Ce qui joue le rôle du multiplicateur de Lagrange bêta ici, c'est 1 sur kbt. Bêta, c'est 1 sur kbt. Et quand on fait le calcul de la vitesse moyenne de là-dedans, on doit trouver psi bar, puisqu'on a conditionné par le fait que la moyenne de psi, c'était psi bar. Donc quand on calcule la moyenne de psi là-dedans, on obtient, il faut faire le calcul, faites-moi confiance, 3,5 de kbt. Donc ça nous donne même une relation entre psi bar et le multiplicateur de Lagrange bêta qu'on introduit, donc ici la température. En termes physiques, ce qu'on est en train de dire, c'est que 1,5 de m, l'agitation quadratique moyenne, la fluctuation thermique moyenne, c'est 3,5 de kBT. Donc on est en train de redéfinir la température cinétique. La distribution de Maxwell-Boltzmann, c'est juste la distribution d'entropie minimale par rapport à Lebesgue, sous contrainte d'avoir une énergie moyenne psi qui vaut une constante psi bar fixée à l'avance. Ça, c'est le principe de Gibbs. Maintenant, j'en viens au système qu'on regarde du coup avec Giovanni et Julien. Le système qu'on regarde, c'est n diffusions qui sont idées. Donc on est dans la même situation qu'avant. Donc, chaque particule suit une descente de gradient avec un bruit. Le drift, donc moins gradient de V, ça pourrait être n'importe quoi, ça n'a même pas besoin d'être un gradient. Et pour que ce soit plus visuel, je dis ça. Donc, moralement, on va descendre dans le potentiel, puis des fluctuations vont faire passer de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc, j'ai n particules idées. Maintenant, donc, elles sont idées, ça c'est la mesure a priori que je crois dessus. Elles ont toutes la même loi. Maintenant, je fais une observation. Je vais observer le fait que, à tout temps, 1 sur n somme des vies de xi de t est négatif. Donc, je rajoute une observation sur mon système. Comment est-ce que je peux prendre en compte cette observation? Est-ce que je peux faire un principe de Gibbs pour déterminer la loi trajectorielle typique d'une de mes particules, sachant que l'énergie moyenne est négative à tout temps? Par rapport à la situation juste avant du principe de Gibbs, il y a quelque chose qui change. Tout à l'heure, on avait une seule contrainte, on voulait que mu psi soit négatif. Maintenant, on en a une infinité. On a une contrainte à chaque instant t. On fait une observation à chaque t. Comment est-ce qu'on peut prendre ça en compte? Donc, si j'abstractise un tout petit peu, on a xi0t qui sont les trajectoires aléatoires. Nu, c'est une probabilité sur l'espace des trajectoires. Donc, c'est la loi de toute ma diffusion en même temps. Et je suppose que, pour tout t, j'ai une certaine fonction psi de la mesure empirique. Donc, sur la slide d'avant, le grand psi de la mesure empirique, c'était l'intégrale de 1 sur n somme des Dirac contre V. Ici, c'est juste une fonction quelconque de la mesure empirique. Et le fait de l'écrire comme ça fait qu'on a le droit à des non-linéarités. On pourrait prendre par exemple la variance empirique. Ça marcherait pareil. Juste, on ajoute une observation à tout temps sur notre système et on cherche la nouvelle loi typique sous contrainte de satisfaire cette observation. De la même manière, lorsque le nombre de particules tend vers l'infini, la loi typique d'une particule, sachant qu'on vérifie cette observation, ça va être l'unique solution d'un principe de minimisation, qui est la minimisation d'entropie relative de mu0t par rapport à les lois d'une des particules. Donc au début, mes particules, elles étaient identiquement distribuées de même loi. Et juste pour corriger cette première loi qui ne satisfait pas cette observation, il faut minimiser l'entropie relative sous contrainte de satisfaire l'observation. Donc c'est ce nouveau principe-là qu'il faut résoudre. Oui. Juste une question. Là, il est récent par rapport à celui de Gibbs. Dynamique-là, il date de la même période ou c'est un truc? Alors là, pour le coup, on est vraiment dans ce qu'on fait avec Julien et Giovanni. Parce que le principe de Gibbs, quand il y a un nombre fini de contraintes, ça c'est connu depuis très longtemps. Par contre, dans les cas où il y a une infinité de contraintes, ça n'avait pas encore été écrit. Et ça, c'est la première étape de notre travail. Donc, un exemple typique de contrainte à avoir en tête, ici, c'est que si de mu est égal à l'intégrale de mu contre l'énergie V, l'intégrale de V dmu.
Et on a vu que quand la contrainte, c'était juste la moyenne, ce qu'on obtenait, c'était une mesure de Gibbs avec le potentiel V qui apparaissait ici par rapport auquel on contraignait. Maintenant, la différence, c'est que notre contrainte, elle est non linéaire. Je dis que typiquement, psi, ça peut être la variance. Ce n'est pas forcément la moyenne de mu contre psi. La question, c'est quel est V par rapport à psi ici. En fait, moralement, si on était dans R, on pourrait dire que V, c'est la dérivée de psi. On peut rendre ça rigoureux si on fait des dérivées linéaires. Donc, on va juste définir, en règle générale, la dérivée d'une fonction psi, une dérivée directionnelle dans chaque direction. Donc, on va dire que p psi sur dmu, c'est la dérivée linéaire fonctionnelle de psi, si on a cette relation qui est vérifiée. Donc, on prend des exemples. Donc, dans le cas dont je viens de parler, si de v égale mu de v, la dérivée linéaire, ça va juste être v. Si on prend un truc qui est un peu plus compliqué, donc mu contre la convolée d'une fonction w et de mu, la dérivée linéaire, c'est 2 fois la convolée. Et si on prend w de x égale x carré, bah, ce truc-là, c'est exactement la variance. Donc on est capable de traiter des exemples un peu plus compliqués avec cette notion de dérivée linéaire. Le principe de Gibbs qu'on obtient là-dessus, c'est que le minimiseur de l'entropie relative par rapport à mu de 0t sous toutes ces contraintes, c'est encore une fois une mesure de Gibbs. Donc il s'écrit en exponentielle de moins un multiplicateur de Lagrange lambda contre la dérivée de la contrainte, c'est-à-dire la dérivée linéaire. Alors, moralement, ce qu'on est en train de faire, c'est on somme, on a un multiplicateur de Lagrange à chaque instant t, et on les somme tous en faisant une somme continue pour prendre en compte toutes les contraintes à chaque instant t. Dans les faits, il peut se passer des trucs bizarres, donc ce n'est pas une intégrale par rapport à Lebesgue, lambda, le multiplicateur de Lagrange est une mesure. Mais ça marche pareil. Et en plus, si jamais psi est convexe, vérifier ça, plus une condition supplémentaire, une condition de relâchement, ça veut dire qu'on va corriger seulement quand il y a besoin de corriger, bah c'est suffisant. C'est-à-dire, si on arrive à écrire une mesure sous cette forme, alors c'est le minimiseur de ça. C'est nécessaire et suffisant. Donc, je ne vais pas faire la preuve de ça, pour le coup. Le principe est moralement le même, mais c'est un peu plus compliqué parce que c'est en dimension infinie, il y a des mesures, et c'est pas très intéressant. On va plus l'appliquer. Donc, j'étais parti au tout début de n trajectoires aléatoires qui sont des diffusions. Donc, j'avais mes dxi qui étaient égales à moins gradient v de xi plus un bruit. Je les ai conditionnés par le fait que la moyenne était toujours négative, et ça m'a donné une mesure de Gibbs. Donc, cette mesure de Gibbs, c'est une probabilité sur l'espace des trajectoires. Bah, je sais décrire la loi typique d'une particule via une probabilité sur l'espace des trajectoires, ça ne me dit pas de quelle équation cette particule est solution. La suite du travail, ça va être d'expliciter le processus dont la loi trajectorielle est la mesure de Gibbs qu'on vient de calculer. Et en fait, c'est là où le contrôle stochastique intervient. On va réaliser que cette loi trajectorielle, c'est la loi d'un processus contrôlé pour un certain problème de contrôle optimal. Je l'introduis juste après. Et ça pouvait se retrouver dans un travail de grande déviation très connu fait par Dawson et Gartner il y a 1986, je crois, qui a été réutilisé pour plein de trucs, mais pas pour ajouter des contraintes. C'est ça qu'on a essayé de faire. Donc, le but, il est double, c'est d'expliciter le processus dont la loi trajectorielle est celle qu'on vient de calculer, et aussi de calculer la loi à l'instant t. On a calculé connaît mu bar 0t. Pardon. Si j'ai fait ici, c'est grave. C'est le bleu. Ah, c'est le bleu, pardon. Mu bar de 0t. C'est la loi de toute la trajectoire. Donc le but est double, d'écrire la trajectoire comme solution d'une équation, et aussi calculer à chaque instant t la loi pas de toute la trajectoire, mais juste de la position à l'instant t. Et c'est là où le contrôle stochastique arrive. On introduit ce gros problème de contrôle stochastique. On le décortique. Donc, moralement, le système, c'est le même que celui d'avant. Donc, il y a une équation en boucle fermée avec un gradient de V plus un bruit. Seulement, on introduit un paramètre de contrôle, on a le droit de changer le drift. Et le but, ça va être de trouver le drift optimal pour un certain critère. La loi du processus à l'instant donné, on la fixe. Donc, le problème de contrôle qu'on va regarder, c'est comment est-ce qu'on peut minimiser la norme L2 du processus qu'on a introduit sous la contrainte qu'à tout moment, on satisfasse la contrainte. Donc, qui est toujours la contrainte de tout à l'heure. Un exemple à avoir en tête, c'est s'il y a l'intégrale de V ou alors la variance. Et il se trouve que on peut démontrer que ce problème de contrôle stochastique admet une unique solution et que la loi trajectorielle de sa solution, c'est exactement la mesure de Gibbs qu'on a calculée par ce principe abstrait.
Et le lien entre contrôle stochastique et entropie, bah ça, je n'en parlerai pas de plus dans le détail aujourd'hui, c'est le papier de Dawson et Gardner. Ah oui, et aussi quand même un truc important à dire, c'est que ce problème de contrôle, pour le coup, il a été étudié très récemment, il a été résolu dans certains cas, notamment dans le cas où psi est convexe et très régulier, par Samuel Dedin, qui était venu faire un exposé ici l'année dernière, en début d'année. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le truc rigolo, c'est qu'en plus, on a pu généraliser ces résultats grâce à cette approche probabiliste qui demande moins de régularité. Donc oui, le théorème dont je vous parlais, la loi Lubar-0T qu'on a calculée par le principe de Gibbs juste avant, c'est la loi du processus optimal pour le problème de contrôle que je viens de décrire. Et en plus, on a un lien entre la fonction valeur qu'on a définie ici, donc le coût minimal du problème de contrôle, et le problème de minimisation d'entropie qu'on a décrit. Donc le minimum de l'entropie trajectorielle sous contrainte, c'est l'entropie des lois initiales plus le coût du problème de contrôle en partant de la bonne loi. Et en fait, une fois qu'on a ça, ça caractérise complètement les marginales ententes de notre système, parce que comme il y a une unique solution au problème de contrôle et on sait décrire cette solution parce qu'on sait calculer le drift optimal, bah alors on est capable de décrire en boucle fermée la trajectoire qu'on vient de calculer. Les équations qui permettent de faire cette caractérisation sont là. Donc, mu bar de t, c'est la marginale entente. Donc, la loi de xt, mu bar de 0t étant toute la loi qu'on a obtenue par minimisation trajectorielle, elle est solution de ce système couplé. Donc, le contrôle optimal, c'est ce gradient de phi qui est ici, qui vient changer le drift de la diffusion de base. S'il n'y avait pas de contrôle, il n'y aurait juste pas ce terme. Et dans ce cas-là, c'est la loi de mesure nue de tout à l'heure. Et ce drift gradient de phi, il est obtenu comme la solution de cette équation qui est une équation de Hamilton-Jacobi. Oui. Donc, le lambda bar, on ne connaît pas. Lambda bar, on ne le connaît pas, mais on sait qu'il existe. Donc ça, pour le coup, c'est encore une autre histoire, c'est comment est-ce qu'on peut faire une estimation numérique de lambda bar. C'est une question sur laquelle on travaille. Mais le théorème nous dit que lambda bar existe. C'est déjà un bon début. Donc, on a ce système couplé. Donc ça, c'est une équation où la mesure initiale mu bar 0 est imposée. Et ça, c'est une équation où la donnée finale est imposée en temps. Donc, on a un système, le système sur mu va en sens direct en temps, le système sur phi va en sens rétrograde en temps. Et les deux sont couplés parce que l'équation sur mu dépend de gradient de phi, que est le contrôle optimal, et l'équation sur phi dépend elle-même de mu, qui apparaît par le couplage par le terme source. Et pour ceux qui ont suivi le cours de IEF2 au début de l'année, ceci est un exemple de système de jeu à champ moyen. On peut obtenir ces équations-là, comme c'est écrit sur la slide, en prenant ce jeu à champ moyen-là et en regardant la limite lorsque n tend à plus l'infini d'un équilibre de Nash de ça. Alors, ce jeu à champ moyen-là, il n'est pas très intéressant en pratique, car il est vraiment construit ad hoc pour matcher le système. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve une structure de jeu à champ moyen en partant initialement juste d'un problème de minimisation d'entropie sous contrainte. Donc, si on fait un récap de ce qu'on a fait, on est parti de n diffusion qui avait toute la même loi, diffusion trajectorielle. 0t, c'est toute la trajectoire. Et on a conditionné avec une infinité de contraintes qui était que psi de la mesure empirique est négative à tout temps. Donc, psi pourrait être par exemple l'invariance. Enfin, l'invariance, c'est un des trucs, parce que l'invariance, c'est positif. Le principe de Gibbs, ça nous dit que lorsque n tend à plus l'infini, la loi typique d'une particule, sachant cette contrainte sur l'ensemble du système, ça converge vers le minimiseur de cette entropie relative, sous contrainte, de satisfaire cette contrainte. Ensuite, cette loi-là, on peut la voir comme la loi optimale de la solution de ce problème de contrôle stochastique. Par des techniques classiques, ce problème de contrôle stochastique, on peut lui associer une équation de Hamilton-Jacobi, qui est celle que je l'avais montrée sur la slide d'avant, l'équation sur phi. Et ça donne un système couplé sur mu bar et v, donc qui est la fonction valeur, qui permet de calculer les marginales en temps de ça. Et en plus, on a une équation différentielle en boucle fermée sur mu bar t. C'est l'équation avec drift moins gradient de phi. C'est un peu éloigné de Charlot. Donc ce truc-là peut se généraliser au cas de particules qui interagissent. Initialement, j'étais parti d'un système de n diffusion qui n'interagissait pas et j'ai rajouté un conditionnement. On peut rajouter n diffusions qui interagissent. Donc là, on est en train de dire que s'il y a beaucoup de particules au même endroit, bah, ça attire les autres. Pareil, observer la contrainte et se demander quelle est la loi typique d'une de ces trajectoires, sachant la contrainte. Bon, je ne vous refais pas tout, mais ça marche pareil. On peut écrire un principe de Gibbs. On peut lui associer un problème de contrôle. Cette fois, les non-linéarités qui dépendent de la loi du processus elle-même
dans le problème de contrôle. Ça vient du fait qu'il y a un terme en 1 sur n somme dxi qui intervient dans l'équation. Ça, on peut le voir comme une convolution de W avec 1 sur n somme dxi. Et par la loi des grands nombres, 1 sur n somme dxi, ça va converger vers mu bar de t, qui est la loi d'une particule dans la limite où n tend à l'infini. C'est pour ça qu'il y a une non-linéarité qui arrive dans le problème de contrôle. Sinon, toujours pareil, on rajoute un terme de drift au contrôle, on minimise ce critère. Minimiser la norme L2 du drift sous contrainte d'une contrainte sur la loi. Donc là, on peut dire sous contrainte d'une contrainte, c'est moche. Donc ça, c'est un problème de type Makin-Vlasov. Ces processus non linéaires, on appelle ça des Makin-Vlasov. Et de la même manière, on peut réécrire ça comme un problème de minimisation d'entropie. Alors ici, c'est plus exactement nu, c'est un truc corrigé à partir de mu, parce que la non-linéarité complique les choses. Et de la même manière, on peut obtenir que le minimum d'entropie trajectorielle sous contrainte, c'est égal à l'entropie de la loi initiale, plus le coût du problème de contrôle. Et on obtient un système de type jeu à champ moyen, mais encore plus compliqué que du jeu à champ moyen maintenant, parce qu'il y a une non-linéarité supplémentaire qui a été introduite par le fait qu'on interagit avec notre propre loi. Et ça, c'est pas standard en jeu à champ moyen. Et pareil, on a un système dans une direction et dans l'autre. Bon. C'est pour le plaisir des non-linéarités, mais on était content que ça marche. Bref, j'arrête avec mes trucs techniques. Merci pour votre attention. En fait, c'est comprendre que si le mu soit plus petit que 0, on dit que l'ensemble des mu tel que cette contrôle est vérifié pourrait avoir une mesure strictement positive. Parce que même dans le principe de Gibbs, on peut imaginer qu'une fonction qui simule que sur un curve algébrique. Donc on peut imaginer. Oui, en fait, tu vas avoir l'équivalent d'une contrainte de qualification dans le problème qui te dit que l'ensemble qui satisfait la contrainte n'est pas trop petit. Okay. C'est pour ça que je conditionne par énergie plus petite qu'un seuil et pas énergie égale un seuil. Parce que énergie égale un seuil, ça c'est quelque chose qui est de mesure nulle. Oui. Par contre, énergie plus petite qu'un seuil, il y a de la place. Donc oui, il y a une contrainte sur psi, il faut qu'il y ait suffisamment de place. Mais on peut faire quelque chose de genre, je sais pas, genre équivalence ensemble, genre, je sais pas, on a la mesure on a la mesure microcanonique et la mesure canonique. Ouais. Et en fait, la mesure microcanonique, c'est sur un conditionnement qui a un son nul par rapport à une mesure canonique, mais on a même une équivalence. Oui, alors ça. Là, je n'ai pas voulu faire la version équivalence des ensembles. Oui. C'est pour ça que, alors si je reviens, Gibbs Principle, Statistical Physics, hop. Alors là, il se trouve que tu retrouves la mesure canonique associée à ton système microcanonique, et là, c'est le vrai égal psi bar. Oui. C'est juste, pour faire ça rigoureusement, là je l'ai un peu mis sous le tapis, parce que comme il n'y a qu'une seule contrainte, on peut le vérifier directement, mais quand il y a une infinité de contraintes, c'est moins facile. Ce qu'il faut faire, c'est épaissir la contrainte et faire tendre vers 0. Et on peut retrouver certains résultats. Par contre, dans le cas où une infinité de contraintes, on n'a pas en toute généralité le résultat que j'ai montré dans le cas inférieur ou égal. Et ce serait la démarche à faire pour compléter le schéma microcanonique. Je suis intéressé surtout par au début de l'exemple, tu dis que Trump de tes cousins dépend seulement de l'instant passé. Est-ce que tu penses que le framework peut s'étendre à avoir de la mémoire? Ça dépend ça dépendrait pas seulement de l'instant T, mais de précédent, ouais. De la mémoire. Parce que le problème de contrôle, ça s'est étendu récemment par Pierre. Ouais, c'est vrai que Yann a fait ça justement. En fait, alors, quand j'ai pris cet exemple-là, je voulais juste prendre une situation physique de base. En fait, je voulais juste motiver dans mon système physique pourquoi j'introduis de l'aléatoire. Et un truc très simple, pourquoi est-ce qu'il y a une température en physique statistique? C'est juste qu'on considère une particule dans un bain thermique. Et un bain thermique, ça veut dire qu'on interagit avec l'environnement, mais qu'on fait une croix sur l'environnement. On ne peut pas regarder l'interaction. Donc le but de cette équation, c'était juste de motiver. On ne peut pas écrire une équation déterministe quand on oublie une interaction. Donc on est obligé de mettre de l'aléatoire pour compenser l'oubli de cette interaction. Mais sinon, donc moralement, ça s'applique aussi au cas avec mémoire ici. Pareil, si tu veux rajouter la mémoire, ce n'est pas une interaction, donc il faudrait que tu fasses quelque chose en plus. Par contre, ça pourrait être déterministe à ce stade. Mais si tu prends aussi la mémoire de ton interaction avec l'environnement, là, il faut que tu fasses devenir le truc aléatoire. Et il se trouve que, on ne l'a pas fait, mais techniquement, le truc qui fait que ça marche quand on rajoute de l'interaction,
C'est un papier de Fisher en grande déviation qui permet d'avoir une fonctionnelle de grande déviation dans le cas où les particules interagissent. Donc, et ce mu avec un gamma mu, ce gamma, je ne vais pas trop préciser ce que c'est, mais il se trouve que la formule reste vraie lorsqu'on rajoute de la dépendance en mémoire dans les particules programmées. Donc, en théorie, on pourrait essayer d'étendre ça à des problèmes de contrôle stochastique avec mémoire. Mais après, qu'est-ce que ça donnerait là? Je ne suis pas assez spécialiste. C'est ça, je suis bête. Mais j'ai pas tout compris cette formulation parce que dans le Nash, c'est le mu et gamma du même mu qu'on peut varier. Parce que Il n'y a pas d'équilibre de Nash là. non, mais parce qu'ici, c'est H mu de 0T Oui, par gamma de mu 0T. oui, c'est le même mu, effectivement. Ok. Et ça, c'est à cause de la non-linéarité et du fait que le processus interagit avec lui-même. On compare en fait mu à une transformée de lui-même. D'accord. Et on va remarquer que lorsqu'on a un point fixe de ça, lorsque mu égale gamma de mu, alors on a le processus non linéaire qui interagit avec lui. C'est exactement ça. Ok. On voit vraiment un point fixe entre le fait interagir avec des marginales, faire le processus, interagir avec des marginales, faire le processus. Et le point fixe, c'est quand on interagit avec ses propres marginales. Question. En tout cas, merci, Lucas. Merci à vous. Pour, C'était vraiment bien.